Rebonjour. Donc, si vous êtes là, donc on va commencer le deuxième cours, donc qui concerne le contrôle du mouvement par le cervelet. Rapidement, donc on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais attendre un peu, 2, 3 minutes, le temps que le reste de participants se connectent. Oui, c'est le deuxième cours. On va faire le cervelet et juste après, on va faire les noyaux de la base. Et à la fin, on va essayer de faire le typé de neurophysiologie. Donc, c'est les explorations neurophysiologiques. Donc, le contrôle du mouvement par le cervelet. Donc, rôle du cervelet dans le contrôle moteur. Donc, si vous voulez, on commence tout de suite. C'est le deuxième cours. OK. Donc, on va voir le rôle du cervelet dans le contrôle moteur. En fin de compte, le cervelet, c'est le petit cerveau qui contrôle la sortie de l'information de la part des systèmes descendants. On a dit que les systèmes descendants sont, la plupart du temps, sont des systèmes moteurs de contrôle de la motricité. Bien sûr, il y a d'autres systèmes descendants qui ont un rôle de contrôle somesthésique. On ne va pas compliquer les choses. Donc, les systèmes descendants sont de prédominance moteur. Donc, le cervelet contrôle le mouvement, la posture, le tonisme, l'équilibre, l'oculomotricité. En fin de compte, le cervelet joue un rôle important dans la modulation des commandes motrices. C'est-à-dire, vous avez le contexte moteur qui envoie des informations. Donc, on a dit que le contexte moteur fait le plan, la coordination, puis l'exécution du mouvement. Donc, en pleine exécution du mouvement, on va voir que le cervelet donc, va faire des modulations des commandes motrices. Il va comparer le mouvement voulu avec les capacités de l'organisme à réaliser ce mouvement. Donc, c'est un comparateur du mouvement. Donc, vous avez un plan, puis il y a l'exécution du mouvement en plein. Donc, pendant le plan et en pleine exécution du mouvement, donc le cervelet va intervenir, donc va comparer le mouvement. Qu'est-ce qu'il va comparer? Il va comparer tout simplement le mouvement voulu, donc si vous voulez faire un mouvement, et la capacité réelle de votre organisme à réaliser ce mouvement en état d'équilibre, etc. Donc, ça, c'est le rôle du cervelet. Donc, pour cela, nous allons voir que c'est très compliqué un peu pour le cervelet. Donc, il joue un rôle de comparateur du mouvement. Donc, il participe à la planification du mouvement, à l'exécution du mouvement. Donc, il effectue des changements en pleine exécution du mouvement et participe même à l'apprentissage du mouvement. Donc, l'apprentissage d'un mouvement, d'un nouveau mouvement, par exemple. Si vous, par exemple, vous faites des cours de danse, donc vous avez des mouvements un peu complexes. Donc, vous allez apprendre grâce à votre contexte moteur et le cervelet qui participe à ce phénomène pour l'apprentissage du mouvement. Donc ça, c'est comme introduction. Pour un petit rappel anatomique, il faut savoir que le cervelet est situé dans la partie occipitale de la boîte crânienne, donc c'est juste en dessous des hémisphères cérébraux. Donc, il est constitué par deux hémisphères avec une zone médiane dite vermix. Donc, deux hémisphères, gauche et droit, avec une partie médiane dite vermix. Donc, ça, c'est pour la division anatomique. Donc, se connecte avec le tronc cérébral par des fibres de substance blanche, qui sont dites pédoncules. Se connecte avec le tronc cérébral connecte avec le tronc cérébral, ça c'est le cervelet, et ça c'est le tronc cérébral, donc se connecte avec le tronc cérébral par trois pédoncules,
supérieur, moyen et inférieur. Donc, 3 pédoncules. Donc, c'est quoi pédoncule? C'est tout simplement un ensemble des axones qui constituent ce qu'on appelle une substance blanche qui passe du cervelet vers le tronc cérébral qui est le siège d'échange d'informations. On va voir les détails après. Donc, ça, c'est pour les connexions cervelet et tronc cérébral. Classiquement, on divise le cervelet sur le plan anatomo-fonctionnel en lobe antérieur, c'est suite à la présence de cette fissure primaire. Donc, lobe antérieur, lobe postérieur, et un lobe qui est caché, donc qui est entre le cervelet, le reste du cervelet et le tronc cérébral, qui s'appelle le lobe floculonodulaire. Donc, en 3 lobes, lobe antérieur, lobe postérieur et lobe floculonodulaire. Donc, ça, c'est des divisions anatomo-fonctionnelles. Il faut savoir que le cervelet, sur le plan histologique, est constitué par euh, de la substance grise, donc qui est le cortex cérébelleux, qui contient des cellules spécifiques qui s'appellent quoi? Qui s'appellent comment? Donc les cellules du cortex cérébelleux, rapidement, si quelqu'un a une idée, très bien, c'est les cellules de Purkinje ou Purkinje, si comme vous voulez. Donc ces cellules sont caractérisées par quoi? Donc leur aspect morphologique est spécifique par rapport aux autres cellules nerveuses. Donc caractérisé par la présence d'un arbre dendritique très développé. Donc, les cellules qui prédominent, c'est les cellules de Purkinje. Donc, ça, c'est pour la substance grise. Donc, il y a aussi la substance blanche. Puis, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les noyaux profonds. Donc, les noyaux profonds. Donc, il y a les noyaux profonds qui sont tout simplement des cellules nerveuses. Donc, c'est comme le cerveau, donc il y a le cortex cérébral, dans ce cas, c'est le cortex cérébelleux, de la substance blanche, puis il y a des noyaux profonds, c'est la même chose que le cortex cérébral. Il y a un noyau dit fastigial, il y a un noyau dit interposé et un noyau dit dentelé. Donc, un noyau le plus interne, c'est le fastigial, l'interposé qui est constitué par 2 noyaux chez les espèces inférieures, c'est le noyau ombiliforme et le noyau globulaire. Donc, ça, c'est le noyau ombiliforme et globulaire. Et en dernier, vous avez le noyau profond dentelé, plutôt dentelé. Donc, 3 noyaux à l'intérieur, donc pour chaque hémisphère, bien sûr. Donc, l'ensemble, ça va faire 6. Donc, du côté droit et du côté gauche. Donc, celui qui m'a dit Raht Sora, quelle Sora? Est-ce que vous ne voyez pas les diapos? Donc, je sais pas. Ok. Donc, c'est des petits problèmes de connexion, hein, parce qu'il y a beaucoup de postes en connexion en même temps, hein. Donc, si je l'ai, parce que moi, je bouge pas tout simplement. Donc, ça, c'est sur un plan anatomo-fonctionnel. Maintenant, on passe à l'aspect fonctionnel. Donc, habituellement, donc, on divise le cervelet sur le plan fonctionnel en 3 régions. Donc, il y a le spino-cervelet, il y a le cérébro-cervelet et il y a aussi ce qu'on appelle le vestibulo-cervelet. Le spino-cervelet occupe une région médiane, donc c'est le vermix et les parties internes de chaque hémisphère. Donc, ça, c'est la région médiane. Hmm. Donc, qui est occupé par le spino-cervelet. Je vais vous détailler les choses, hein. Donc, il y a le cérébro-cervelet, donc c'est les régions latérales de chaque hémisphère. Il y a le vestibulo-cervelet, donc qui occupe le lobe floculo-nodulaire. Donc, pour chaque partie du cervelet, sur le plan fonctionnel, il y a une fonction déterminée. Donc, par exemple, pour le cérébro-cervelet, donc
c'est la planification du mouvement. Principalement la planification du mouvement, on va voir les détails après. Pour le spino-cervelet, c'est l'exécution du mouvement. Et pour, par exemple, le vestibule ou cervelet, c'est l'équilibre et les mouvements des yeux. Donc, ça, c'est purement fonctionnel. On va détailler un peu. Donc, on a dit qu'il y a le vestibule, on commence par le vestibule cervelet, ou si vous voulez, le cervelet vestibulaire. Donc, le cervelet vestibulaire, vestibulaire, son rôle est tout simplement l'équilibration et le contrôle du mouvement des yeux. Donc, son rôle est l'équilibration et le contrôle du mouvement des yeux. Sur le plan anatomique, il est situé sur la région du vermix, donc au milieu, donc entre les deux hémisphères, et occupe une petite partie interne des hémisphères cérébelleux. Donc, le vestibulo-cervelet reçoit des afférences et envoie des efférences. Donc, reçoit des afférences soit d'une façon directe ou indirecte, donc via les noyaux vestibulaires. Donc, reçoit des afférences donc par les noyaux vestibulaires. OK? Et reçoit en même temps des afférences visuelles. Donc, reçoit des afférences vestibulaires et reçoit des afférences dites visuelles. Donc, ça, c'est pour le vestibulo cervelé qui occupe. Ah, pardon, je suis en train de dire n'importe quoi. Je suis un peu noyé dans les diapos. Je répète, je reprends. Hein. Donc, vestibulo cervelé. Donc, le vestibule cervelé, pardon, occupe la région flocculo-nodulaire. Donc, flocculo-nodulaire, le lobe flocculo-nodulaire, et reçoit des afférences vestibulaires, bien sûr, et des afférences visuelles. Et on voit des efférences vers le système, vers les noyaux vestibulaires. Donc, on a dit tout à l'heure que les noyaux vestibulaires donc, sont sous l'influence de quoi? Sous l'influence du système vestibulaire. Sous l'influence du système vestibulaire, du trachéal et de l'utricule. Donc, il y aura intégration des informations de la part du système vestibulaire et en même temps de la part du cervelet. Je répète. Donc, vous avez des informations qui proviennent du trachéal et de l'utricule et bien sûr des canaux circulaires. Donc, vers les noyaux vestibulaires. Et en même temps, le vestibule cervelé reçoit des informations du noyau du système vestibulaire et bien sûr et des informations visuelles et envoie la réponse vers les mêmes noyaux vestibulaires. Donc c'est OK? J'étais un peu perdu parce que... Donc c'est OK, il n'y a pas de problème. Donc je répète. Donc ça c'est le vestibule cervelé, donc qui occupe le lobe flocculo-nodulaire, donc reçoit des afférences directes du système vestibulaire. Donc c'est mentionné, c'est bien schématisé ici. Ou des afférences indirectes donc du système vestibulaire vers les noyaux vestibulaires et des noyaux vestibulaires vers le lobe flocculo-nodulaire. Donc ça, c'est les afférences. Et bien sûr, il reçoit des afférences visuelles. En retour, il envoie des afférences vers ces mêmes noyaux vestibulaires qui contrôlent les réactions de posture et
de correction de posture, donc par les deux faisceaux, donc vestibulo-spinal médian et latéral, donc qui ont une influence surtout sur les muscles extenseurs, donc les muscles antigravitaires. Donc de cette façon, le rôle du vestibule cervelé, c'est surtout les réactions d'équilibration. Donc il travaille avec le système vestibulaire pour les réactions d'équilibration et bien sûr pour le contrôle du mouvement vestibulaire qu'on vient de faire pour visuel, pour les mouvements visuels. Donc qu'on vient de faire tout à l'heure avec le système, qu'on vient de le faire avec le système vestibulaire. Donc ça c'est pour le vestibulo-cervelé. En cas de lésion du vestibulo-cervelé, donc vous aurez des troubles de l'équilibre, des nausées et ce qu'on appelle le nystagmus, donc des mouvements saccadiques des yeux. Donc ça, c'est les lésions du lobe flocculo-nodulaire du cervelet. Donc ça, si c'est clair, je passe à autre chose. Donc si vous avez un malade qui a le nystagmus, des nausées et des troubles de l'équilibre, c'est une atteinte du lobe flocculo-nodulaire du cervelet qui est responsable des mouvements d'équilibre et des mouvements des yeux. Donc les réactions posturales de l'équilibre et les mouvements des yeux. Maintenant, je passe au cérébro-cervelé. Donc trouble de l'équilibre. Donc c'est quoi les troubles de l'équilibre? C'est tout simplement la perte de l'équilibre. Vous n'êtes plus équilibré. Donc les nausées, c'est des menaces de vomissement. Donc c'est quoi les nausées? C'est des menaces de vomissement. Donc vous avez envie de vomir et sans vomir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les nausées. Les nausées, donc ça s'écrit de cette façon. Donc ça, c'est lié à une perturbation des mouvements des yeux et de l'équilibre. Donc c'est pour ça que vous avez ces nausées. Donc le cérébro-cervelé, donc le cérébro-cervelé occupe les deux hémisphères, la partie latérale des deux hémisphères. Donc bien sûr, le cérébro-cervelé joue un rôle très important dans la programmation du mouvement, donc dans l'élaboration du plan du mouvement. Donc on va voir comment. Donc bien sûr, il reçoit des afférences et envoie des efférences. Donc reçoit des afférences et envoie des afférences. Reçoit des afférences de la part du cortex moteur, principalement du cortex prémoteur. On a dit hier que le cortex prémoteur est responsable de la planification du mouvement. Donc, bien sûr, donc, il va envoyer des afférences donc, vers le cérébro-cervelé. Ces afférences passent par le pont, ok, passent par le pont, les noyaux du pont, et à partir de ces noyaux du pont, donc, se projette vers le cérébro-cervelé. Donc, cortex moteur, donc principalement prémoteur et l'aire motrice supplémentaire, ainsi que le cortex pariétal postérieur. Donc, envoie ces informations vers les hémisphères cérébraux et en retour, il y a les efférences donc, qui passent par le noyau dentelé et montent vers les mêmes régions qui ont envoyé les afférences. Donc, c'est un boucle, donc c'est en forme de boucle, donc c'est très simple.
Donc, vous avez cortex, noyau du pan, hémisphère cérébraux. Le retour, c'est hémisphère cérébraux, noyau dentelé et les mêmes régions. C'est en forme de boucle. Donc, le cérébrocervelé, je répète quoi? Je répète le cérébrocervelé. Donc, c'est très simple. Donc, on a dit que sur le plan anatomique, le cérébrocervelé occupe la région, les régions latérales des hémisphères cérébraux. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le cérébrocervelé. Donc, on voit des afférences et reçoit des afférences. Il reçoit des afférences de la part du cortex moteur, principalement le cortex prémoteur qui joue un rôle très important dans la planification du mouvement, ainsi que l'aire motrice supplémentaire et le cortex somesthésique primaire et pariétal postérieur qui participe, on a dit hier, au mouvement. Donc, ces afférences gagnent les noyaux, certains noyaux du pan, et à partir de ces noyaux du pan, donc, il y aura des différences vers le cérébrocervelé. Et à partir de là, il y aura une réponse donc, qui monte via le noyau dentelé du cervelet et monte vers ces mêmes régions. Donc, hier, on a dit que la planification du mouvement s'effectue principalement au niveau du cortex prémoteur, donc le plan. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ce plan? Donc, ce plan, et pour faciliter les choses, est envoyé vers le cérébrocervelé. Le cérébrocervelé, donc, va évaluer à peu près les capacités de l'organisme à exécuter ce plan. Il va envoyer, envoyer sa réponse à ces mêmes régions pour d'éventuelles modifications du plan. Donc, tout ça, ça se passe en plan réel, attention. Hein. Donc, ça se passe en plan en temps réel. Donc, c'est pas aussi simple. Donc, en pleine exécution du mouvement, il y a le plan qui va être exécuté. Donc, il passe par le cérébrocervelé, puis le cérébrocervelé va corriger ou envoyer d'éventuelles modifications. Et donc, le programme, c'est le plan, c'est la même chose. Donc, un programme, c'est un plan, c'est-à-dire la contraction de tel muscle, le relâchement puis le relâchement, puis la contraction de l'autre, etc. Donc, tout ça, ça va faire un plan moteur. Donc, c'est presque la même chose. Donc, en cas de lésion du cérébrocervelé, vous aurez un petit problème de la programmation du mouvement. Donc, qui se manifeste surtout par une augmentation du délai du début et de la fin du mouvement. Donc, vous prenez beaucoup de temps à faire un mouvement, à exécuter un mouvement, et ça va prendre beaucoup de temps pour arrêter le mouvement. Donc, tout ça, c'est parce qu'il y a une lésion du cérébrocervelé. Donc, maintenant, on passe au spinocervelé, donc qui participe à la posture et à l'exécution du mouvement. Donc, il participe à la posture et l'exécution du mouvement. Donc, pour le spinocervelé, il reçoit des afférences. Bon, sa localisation anatomique, donc, c'est la région médiane c'est le vermix et tout ce qui est médiane des hémisphères.